Mon invitée aujourd'hui s'appelle Géraldine Charrier. Elle est infirmière. Elle a d'ailleurs été majeure de sa promotion. Elle a exercé son métier à l'île de la Réunion, en Australie, en France, en Chine, en Côte d'Ivoire et puis en Nouvelle-Calédonie où elle est née d'ailleurs et elle est revenue là-bas en 2014. Donc c'est une infirmière libérale. Et d'ailleurs, Yingen, c'est rigolo. Je vais vous la présenter dans un instant parce que moi, je suis née à Yingen. Alors, je ne sais pas si c'est un signe, mais on verra bien. Bonjour Géraldine, Bonjour, bonjour Lénaïque, merci de me recevoir. avec grand grand plaisir. Alors est-ce que tu penses que c'est un signe? Que tu sois née à Yengen, Oui, peut-être, mais tu sais, à Yengen, c'est là que tout a commencé vraiment. Donc, avec voilà, de très, très belles choses. C'est vraiment un endroit très riche spirituellement, énergétiquement, et les gens sont vraiment adorables. Donc, oui, de très belles rencontres à Yengen. Et d'ailleurs, j'ai rencontré mon mari à Yengen. c'est vrai, waouh. Et il était infirmier, enfin il est infirmier aussi ou oui? Oui, il est infirmier aussi et il était, donc moi j'étais en stage en dernière année, donc ça remonte il y a 16 ans, un truc comme ça, et quelque chose comme ça, oui. Et lui, il était déjà infirmier en fait et il venait de commencer en Provence Nord, voilà. Et alors tu as complété ta formation d'infirmière par d'autres formations, notamment de l'hypnose ericksonienne, des formations énergétiques aussi. Comment c'est venu à toi tout ça? Alors, je dirais que ce qui est un petit peu des soins énergétiques, je suis un peu tombée dedans comme Astérix dans la potion magique, hein, c'est un petit peu ça. J'ai toujours, même adolescente, en fait, j'ai toujours eu cette vision des choses avec, comme on dit, la pensée positive, la pensée créatrice, enfin, ce genre de choses. J'ai toujours été là-dedans, alors que, bon, bah, comme tout le monde, hein, j'ai eu mes petits problèmes, mais bon, voilà, j'ai su toujours en tirer du positif. J'ai toujours été attirée un petit peu par ça, ce côté spirituel. Par exemple, tu vois, à l'âge de 6 ans, c'est là que j'ai commencé à dire que je voulais faire docteur pour les morts, par exemple. Donc là, Waouh, ça remonte à loin. c'est quelque chose qui aujourd'hui ça vraiment me parle, cet accompagnement qui va au-delà pour moi du corps physique. Oui. Et Et, donc, et les d'ailleurs, soins énergétiques. dans ton métier, on ne t'avait pas préparé spécialement à accompagner les gens vers la mort ou enfin, en soins palliatifs. Tu n'étais pas formé à On ça. en parle, on l'aborde, c'est normal, puisque voilà, ce sont des choses qu'on peut vivre, hein, dans les services ou à domicile, mais sans plus, quoi. Après, chacun prend un petit peu la filière qui lui plaît, hein, en fonction aussi, voilà, des services et puis de ce qu'on aime ou pas. Et donc, pour en revenir aux soins énergétiques, du coup, j'ai un petit peu commencé il y a 11 ans vraiment à vraiment commencer les choses avec une dame qui m'avait donné un livre de Janine Fontaine. Janine Fontaine, je ne sais pas si tu connais, Non. ce médecin. Alors, elle était médecin, je crois aussi anesthésiste, réanimateur, quelque chose comme ça. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai lu, ce livre. Mais en tout cas, quand je l'ai lu, elle est aussi allée travailler aux Philippines. En fait, elle s'est vite rendue compte que la médecine occidentale avait ses limites et qu'on n'était pas composé que d'un corps physique. Voilà. Et donc, elle a écrit La médecine des trois corps, elle a écrit plusieurs livres très intéressants. Et vraiment, moi, j'ai ouvert ce livre qu'on m'avait conseillé de lire. Et quand je l'ai ouvert, voilà, ça m'a vraiment parlé avec justement dedans, où elle parle de ses nombreux voyages qu'elle a fait aux Philippines. Et elle a travaillé donc avec les guérisseurs philippins. Donc ça, c'était il y a à peu près 11 ans. De là, j'ai commencé un petit peu à me former au niveau des soins énergétiques avec la dame qui m'avait justement transmis ce livre. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu sur, on dit toujours qu'il faut commencer sur sa famille, un petit peu sur les patients, mais bon, voilà, on y va à tâtons, hein, quand même. Et puis, bon, au fur et à mesure, les choses se font aussi bien au niveau des rencontres que on prend un petit peu plus confiance en soi. Et puis, j'ai fait aussi une formation donc à Nouméa, je crois que c'était il y a 3-4 ans, avec le docteur Luc Baudin, Oui. qui vient régulièrement. Voilà, donc Ah j'avais oui, fait 5 jours. c'est un médecin qui a une approche très holistique, donc Oui, qui ne voilà. parle pas que du corps physique, pas Voilà. que des symptômes de ce que l'on voit, mais aussi de ce qu'il y a d'invisible. Mm. Voilà, le corps spirituel, énergétique, hein, c'est tout un travail en fait. C'est vrai que dans la médecine occidentale, on va plutôt voir dans le corps physique. Vous avez mal à la tête, bon, très bien, on va vous donner un Doliprane.
D'accord, mais pourquoi tu as mal à la tête en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors ça peut être tout simplement, c'est vrai, hein, on ne s'est pas bien hydraté, on est un peu fatigué, ou éventuellement on a pris une cuite la veille, enfin bon, ce genre de choses. Donc là, souvent un Doliprane va suffire, mais quand c'est récurrent, on a des douleurs récurrentes et tout, hein, le corps nous parle, hein. Donc à nous de l'écouter et à nous d'essayer d'aller au-delà de juste, en fait, on pense souvent, hein, dans la médecine occidentale, on a souvent tendance à penser les symptômes, alors qu'il faut aller à la cause. Voilà. Et toutes ces nouvelles notions, en fait, tu les intègres naturellement? Oui, alors après, moi je fais donc des soins énergétiques aussi aujourd'hui et c'est assez intuitif. Donc je suis allée aux Philippines quand même enfin l'année dernière et je souhaite y retourner peut-être l'année prochaine en fonction de ce qui se passe, hein, des ouvertures, des frontières. Mais voilà, ça m'a beaucoup aussi, ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup aimé ce stage et donc, en fait, moi, je travaille, c'est vraiment très intuitif. Alors, j'ai mon petit protocole, hein, mais après, la personne travaille. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les gens viennent me voir, par exemple, je leur demande voilà, de rien dire, on s'installe, on se détend. Je souhaite pas parler avec la personne. Déjà, parce que souvent, quand quelqu'un arrive dans ton cabinet, s'il a plein de problèmes, il va commencer par parler de tous ses problèmes. Donc, déjà, ça va monter un peu la pression. Et la deuxième chose, c'est que justement, je préfère ne rien savoir. Et moi, je suis guidée, hein, je fais un peu le canal. Et donc, je me laisse guider. Et malgré que, voilà, j'ai un petit protocole des fois, si les sensations sont un peu légères au niveau de mon canal. Mais après, hop, je me laisse guider. Donc, et vraiment, je vais là où on me dit. Tu vois, le dernier soin, on me dit, il faut aller aux chevilles. Il faut aller aux chevilles. Donc, je me dis, bon, alors ça, puis chaque soin va être différent, forcément. Donc, ok, donc je me vois là sur les chevilles, en train de travailler sur les chevilles. Et là, les ressentis commencent à arriver et tout. Puis à la fin, je discute avec la dame et là, je comprends pourquoi je suis arrivée aux chevilles. Voilà, en fait, tout se vérifie en fait après le soin. À la limite, quelque part, c'est ce que j'aime aussi, hein, ce côté de me dire, je connais rien de la personne, je fais le soin en fonction des ressentis et après, on en discute. Donc, ça peut être physique, émotionnel et des fois, j'ai aussi des défunts qui peuvent se présenter à moi avec des messages, soit d'un défunt, soit de l'enfant intérieur aussi. C'est important de se connecter à son enfant intérieur qui nous donne souvent aussi des beaux messages. Et alors, tu t'es donné une mission particulière, c'est d'aider les gens à accepter leur mort, parce qu'en fait, on sait une chose quand on est, c'est qu'on va mourir, on ne sait pas quand, mais ça, c'est une certitude. On a tendance à le mettre de côté, à faire comme si ça n'existait pas, et on est souvent dans la société aujourd'hui pris un peu de court à chaque fois par la mort. Donc toi, la mission que tu t'es donnée aujourd'hui, c'est d'aider les gens à appréhender leur mort, à donc pouvoir en parler facilement, à la dédramatiser. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Oui, oui. À la vivre plus sereinement. Oui. Voilà, donc comme je te disais, moi, dès l'âge de 6 ans, voilà, je disais vouloir faire docteur pour les morts. À l'âge de 8 ans, on avait un ami et voisin, j'habitais au Maroc, et qui a fait une crise cardiaque soudainement. Bon, il avait un certain âge, ce monsieur, et mes parents, je voulais absolument aller le voir. Mes parents, non, m'ont interdit. Bon, alors moi, tu vois, un caractère assez fort. Je réussis à me faufiler, je vais le voir. Et il était allongé au sol, le visage serein. Je voulais quelque part un peu de curiosité aussi, hein, mais se dire quoi peut-on bien ressembler quand on est mort? Et voilà, j'ai bien vu. Bon, c'était le premier mort que tu voyais. C'est ça, le premier mort que je voyais à l'âge de 8 ans, et j'en avais vraiment l'envie, hein, c'était très fort. Et quelque part, ça m'a permis de voir que voilà, il était serein, il était là, il n'y avait rien de transcendant là-dedans, et en même temps de lui dire un dernier adieu. Mais bon, toutes les morts ne sont pas comme ça, on est d'accord, dans un accident de la route, hein, les gens sont parfois bien amochés, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, mais là c'était une crise cardiaque, voilà, il avait le visage serein, calme, détendu, et j'avais cette envie très forte. Et puis après, au cours de ma carrière dans les différents services, oui, tu accompagnes des personnes. Moi, j'ai travaillé en réanimation en Australie. Tu accompagnes des personnes aussi, mais tu es encore dans un environnement qui est différent. C'est à l'hôpital. Des fois, tu n'as pas le temps. Hein. C'est vraiment le temps qui nous manque. Que dans les services de soins palliatifs, donc à Nouméa, il y a un service de soins palliatifs depuis 2011. Et puis en général, hein, dans les services de soins palliatifs, il y a
il y a assez de personnel parce que justement, on donne le temps de pouvoir discuter avec les personnes, les patients, les accompagner, ce qui est bien, ce qu'il faut. Hein. Mais moi, du coup, j'ai vraiment commencé les soins palliatifs sur la commune de Yengen, il y a 6 ans de cela, à domicile du coup. Donc, les gens sont chez eux, dans leur environnement. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est facile, qui est facile dans le sens où tout le monde ne peut pas mourir à la maison. Pourquoi? Parce que même si la personne, le patient le souhaite, il faut aussi l'accord de la famille. Ce n'est pas facile après de vivre, c'est pas facile pour tout le monde d'accepter de vivre dans une maison où il y a quelqu'un qui est décédé. Ça, il faut aussi essayer de le comprendre. Mais à côté de ça, à Yengen, les familles sont très présentes, on veille le corps à la maison. Oui, c'est assez culturel, je dirais ça, dans les îles. Hein. C'est que voilà. on est souvent, alors plus tellement aujourd'hui parce qu'il y a d'autres façons de faire, il y a les hôpitaux, etc. Mais on essaie dans les maisons et on mourrait dans la même maison, en gros. Hein. Donc culturellement, on va dire que c'était quelque chose de plus naturel en Nouvelle-Calédonie. De plus naturel, tout à fait. Avec les enfants qui sont là autour. Voilà, donc c'est là que j'ai eu le premier vraiment accompagnement en one-to-one, comme on dit en anglais, où j'étais avec une vieille grand-mère au fin fond de la vallée de Tangen, 98 ans, la petite grand-mère, et ne parlant pas le français, malvoyante, malentendante. On l'a suivie pendant avec mon mari, du coup, on l'a suivie pendant plus d'1 an, matin et soir. Et on nous avait dit au départ, attention, on vous souhaite bien du courage, parce que la grand-mère, elle a un sacré caractère. Voilà, on y allait à reculons, tu sais. On fait au moins 30 minutes aller-retour de piste pour aller au fond de vallée pour une grand-mère. Et en plus, on va s'en prendre plein la figure. On s'est dit, oula. Et donc, au début, on y allait 1 fois par jour. Et puis, on s'est vite rendu compte qu'il fallait y aller 2 fois parce que personne n'allait s'occuper de ses changes, hein, son nursing, sa toilette, son bien-être. Donc, on est passé vite fait à 2 fois. Et en fait, il y a des liens vraiment qui sont créés. Donc, on apprend la langue, hein, on apprend quelques mots. Après, le toucher, très important, le toucher. Le regard. Alors, le regard, oui, malgré tout, il y avait un regard, malgré qu'elle était malvoyante. Il y avait quand même quelque chose qui se passait. Et c'est une dame qui n'avait pas d'enfant, une dame, tu vois, très rustre, qui vivait avec son mari dans la chaîne. Ils allaient à droite, à gauche, ils allaient à la chasse et tout. Donc, c'était vraiment des conditions aussi de vie vraiment très, très dures. Et je pense, en fait, au final, moi, mon ressenti, c'était qu'elle n'avait jamais connu ni touché à ce qui était juste le sentiment d'amour, en fait. Et tu vois, nous, on arrivait, au fur et à mesure, on arrivait à créer des liens, à tisser des liens, voilà, comme je te dis, par le toucher, par la parole, malgré tout, même si on ne parlait pas la même langue, mais bon, le langage de l'amour, c'est universel. Et puis, au fur et à mesure, il y a vraiment un lien qui s'est créé, hein, un lien assez fort. Et cette dame-là, elle avait des dons aussi, un petit peu de voyance, de guérison, tout ça. Et figure-toi que 3 semaines avant qu'elle décède, à peu près, on était en vacances sur Nouméa. Et je rêve que la grand-mère décède avec moi et qu'elle décède, donc elle est allongée dans son lit, que je lui caresse la tête, qu'on est toutes les deux et qu'elle décède calmement avec moi. On revient de congé, on remonte sur Yengen, on sait que la grand-mère, ça commence à être difficile, hein, elle est sur la fin. Et ce jour-là, ce n'était pas moi qui devais aller travailler. Et je dis à mon mari, je reviens, je lui dis, écoute, aujourd'hui, c'est moi qui vais. Donc, j'y vais. Elle était en début de tournée. Donc, tu vois, en début de tournée, normalement, tu ne traînes pas trop. Tu en as plein d'autres derrière. Et non, je prends mon temps. Je lui fais un petit brin de toilette parce qu'elle avait, on va dire qu'elle entrouvrait légèrement les yeux. C'était très léger. Elle se mobilisait un tout petit peu comme ça, droite-gauche avec les épaules. Mais c'était vraiment minime. Et donc, je fais un brin de toilette pour pas trop la mobiliser et puis qu'elle n'ait pas trop de douleur non plus. Et puis, je vois qu'il faut que je reste. Donc, je reste. Je me dis, bon, je vais lui faire un petit soin à ma manière. Je vais juste lui envoyer un peu d'amour, d'énergie, tout ça. Donc, je fais. Et puis là, donc, tu vois, son lit est face à la porte. À droite, tu as un mur. Et à gauche, moi. Et je la vois qui ouvre grand les yeux, qui tourne la tête vers le mur comme ça et qui regarde. Et là, je perçois, parce que je ne vois pas,
mais je perçois 3 visages humains, 3 hommes. Et là, je lui dis, ça y est, ils viennent te chercher. Donc, dans le lot, il y a son mari, et puis il y a 2 autres monsieur, ancêtres, je ne sais pas qui. Et d'un coup, d'un seul, donc, je me retrouve comme dans le rêve, debout à sa gauche, avec une main sur la tête, je lui caresse la tête, et je me mets à lui chanter « Papillon, vole, vole, vole ». Tu la connais, celle-là ou pas? Oui, oui. Pour les enfants, alors normalement, c'est pour aller à l'école. Oui. Et là, moi, j'invente et j'ai dit, c'est pour rejoindre tes ancêtres. Donc, Papillon sort pour rejoindre tes ancêtres. Je lui dis, ça y est, ils viennent te chercher. C'est super et tout. Laisse-toi aller, tout va bien se passer et tout. Et je le dirais en 2 minutes, 3 minutes, ça y est, son âme sort de son corps. Donc, elle ralentit sa respiration et là, et je sens vraiment l'âme qui sort par la porte. Et là, ce que je ressens, c'est libéré, délivré, tu vois, la chanson de la Reine des Neiges. Oui. Et je me dis, et je ressens ce sentiment de joie. Et là, je me dis, waouh, en fait, elle attendait que ça, quoi, tu vois, parce qu'elle était vraiment enfermée dans ce corps, en fait. Ça va être douloureux. Elle se mobilisait plus du tout, hein. Elle était alitée 24/24. Et là, d'un coup, waouh, la libération, oui. Ah ouais. Et là, mais tu vois, j'ai à peine une petite larme parce que tellement j'étais heureuse, quoi, pour elle. Et puis d'avoir vécu ça avec elle, c'était pour moi un cadeau inestimable. Tu vois, quelque part, elle m'a donné son dernier souffle. Elle a bien voulu partager avec moi son dernier souffle. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et cette grand-mère-là, elle est avec moi aujourd'hui, puisque j'ai une amie qui voit, tu sais, les défunts. Et puis, alors, je crois que c'est quelqu'un que j'ai aussi invité. C'est Marlène? Ah non, c'est pas non. Anne-Hélène. Anne-Hélène, oui. Mais Anne-Hélène, c'est vraiment en consultation, elle se pose, elle se connecte. Que là, j'ai une amie, elle va être comme ça en face de toi, elle va te dire, tiens, il y a quelqu'un à côté de toi, oui. Voilà. Donc, mais ça t'a pas fait peur, ça, de vivre cette expérience? Il n'y a pas eu non, non, parce qu'après, j'ai déjà eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je suis aussi passeuse d'âme, mais comme beaucoup de monde. Donc ça a commencé aussi il y a une dizaine d'années, vraiment, où je l'ai vraiment ressenti, où tu demandes rien à personne et il est 2h ou 3h du matin et d'un coup, tu sens qu'il y a 50 personnes autour du lit, quoi. Et forcément, c'est un moment où tu ne peux pas te réveiller, tu ne peux pas ouvrir les yeux, tu ne peux pas allumer la lumière. En plus, j'étais toute seule cette nuit-là, mon mari n'était pas là. Alors, c'était juste panique à bord. Et mon réflexe, parce qu'au départ, je ne le savais pas, c'était il y a 10-11 ans, je me mets à prier, tu sais, oh là là, je prie, puis j'essaie d'envoyer, j'imagine une porte, puis j'essaie de les envoyer vers la lumière. Et après coup, j'en ai discuté avec des personnes qui m'ont dit, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire. Et pendant ce temps, j'ai eu super peur. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'arrive toujours, mais que j'arrive. Je suis dans une phase où j'essaie de contrôler, c'est-à-dire que tous les dimanches, je fais ma méditation pour les âmes. Et si je ne la fais pas, tu es sûr que je ne dors pas. Ils viennent te réveiller, quelque chose comme ça. Ouais. Bah, dimanche dernier, j'ai pas eu le temps, je l'ai pas faite, puis j'ai un peu prévenu comme ça. J'ai dit, si vous pouviez me laisser tranquille, ça serait cool. Là, j'ai pas le temps, on verra la semaine prochaine. J'ai pas dormi jusqu'à 2h du matin. Voilà. Donc, un rendez-vous important. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'organiser des conférences sur le thème de la mort? Alors, ce qui m'a donné envie, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'y songeais sérieusement. Et puis, j'ai rencontré Anne-Hélène, effectivement, que tu connais, Anne-Hélène Gramignano, qui est l'auteur de L'Infini Espoir. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour son livre qui est oui, il est extraordinaire. Il est plein d'émotions. On rit aussi. On rit, on pleure. Hein. Oui. Très facile à lire et qui parlera sûrement à beaucoup de personnes. Et du coup, on s'est rencontrés en décembre l'année dernière. Une rencontre vraiment très fortuite, c'est-à-dire que ma mère me dit, Géraldine, il y a une médium qui dédicace un livre à la librairie Michel-Ange, est-ce que tu veux qu'on s'y retrouve? Bon, je ne connais pas la personne, je ne connais pas le livre. Bon. Donc on y va, on se retrouve là-bas, et puis je me retrouve devant Anne-Hélène, et puis je lui dis bonjour, alors je ne vous connais pas,
je ne connais pas votre livre, mais sinon, je suis là. Et du coup, elle a dû se dire, ça, c'est quand même assez… c'est fort de café. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai tous les jours. Voilà. Et du coup, ben, écoute, elle m'a expliqué un petit peu ce qu'elle faisait, c'est le contenu de son livre, tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte en quelques minutes qu'on avait toutes les deux la même envie, la même envie, en fait. C'était vraiment de vouloir partager avec le plus de personnes possible ben, ce qu'on sait ou ce qu'on vit au quotidien. Donc moi, c'est plus forcément en tant qu'infirmière, les accompagnements que j'ai pu faire qui ont été très beaux hein, pour la plupart, très riches. Et elle, bah, de par les personnes qu'elle reçoit en consultation et qu'elle aide du coup avec les messages des défunts. Hein. Et on s'est dit, et puis après, elle communique aussi beaucoup avec les archanges, aussi avec les archanges, les anges, en fait, et elle a vraiment des messages très subtils. Et qui, en fait, tout ça se rejoint pour dire que la mort, ça se prépare. On prépare une naissance. On prépare une naissance, on va préparer les vêtements, quelle clinique, le prénom, qu'est-ce qu'on va faire. On fait même des baby showers avant en Australie, tu vois, dans les pays anglophones. Oui. Bon, on prépare un voyage. Tu pars en voyage. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qu'on va faire? Quels vêtements j'amène? Ceci, cela. Et puis, la dernière étape, on ne la prépare pas? Ben, pourquoi? Ben parce qu'en fait, on a mis des peurs dessus et des tabous. Et surtout, on va faire le plus vite possible. Et puis, si on pouvait en parler le moins possible, ça serait aussi très bien. Mais je pense qu'il y a un côté… tu sais, genre si j'en parle, je risque de la tirer ou quelque chose comme ça. Oui. Il y a certaines personnes qui vont penser ça aussi. Et bah, du coup, donc voilà, on en est arrivé on a déjà fait 2 conférences, donc c'est quand même des auditoriums de 200 places. Au début, on s'était dit, alors on va faire des petites conférences, 20 personnes, c'est pas mal. Et puis, on a un monsieur, un ami, Christophe, qui est extraordinaire, qui lui a déjà fait des conférences, écrit des livres aussi, et qui nous aide beaucoup et qui nous a dit, mais les filles, 20 personnes, mais c'est pas possible, c'est minimum 200 personnes. On nous dit non, ça va pas être possible. Et puis il a dit, il faut voir grand. Ah, d'accord. Mais figure-toi que le premier auditorium, les places sont parties en moins de 48 heures. En 36 heures, il n'y avait plus de place. Après, bon, c'est vrai parce qu'il y a quand même un titre hein, de cette conférence, c'est La mort, comment la vivre. Tu gardes toujours le même titre pour la conférence? Oui, bah oui, c'est toujours la même conférence. Hein. Donc ça veut dire que les gens étaient… Enfin, des fois, c'est vrai que, comme tu disais, on n'en parle pas. Si on pouvait même ne pas en parler du tout, ce serait bien. Cela étant, c'est un sujet qui intéresse vraiment tout le monde. Alors, je pense, comme j'allais te dire, qu'il y avait pas mal de personnes qui connaissaient aussi beaucoup Anne-Hélène, puisque Anne-Hélène est aussi, donc, participe à cette conférence, c'est mon invitée. Elle a quand même, pour te donner un ordre d'idée, tu vois, moi, on se présente, donc je parle à peu près 1h30. Anne-Hélène fait 30-35 minutes. Après, on a des petites choses au milieu pour interagir. Et puis, on a aussi des témoignages. Donc, je pense que pour la première conférence, il y avait pas mal de personnes qui connaissaient peut-être l'Infini Espoir ou tout simplement Anne-Hélène. Ça a permis aussi d'aider. Mais on a rempli quand même une 2e salle assez rapidement. Et là, on en est à la 3e conférence qui va être le 2 octobre. Et voilà, il y a une dans le Nord aussi qu'on projette. Et c'est vrai que quelque part, et puis on a vraiment de très bons retours. Et on a même des personnes, figure-toi, qui reviennent 2 fois, 3 fois. Donc tu te dis, les gens reviennent alors que entre la première et la 2e, on a rajouté quand même 2 témoignages et j'ai rajouté un petit chapitre. Donc, mais en soi, c'est la même conférence. Tu vois ce que je veux dire? Et la 3e sera sûrement encore plus identique à la 2e. Mais les gens reviennent et c'est super. Moi, j'ai même une patiente. C'est comme une sorte de conférence atelier, parce que 3 heures de conférence, forcément, on repart avec des choses. Et puis, il y a le moment d'intégration de tout ça. C'est tellement d'infos. C'est souvent comme ça. Hein, parfois, on entend certaines choses et puis en y revenant, on entend d'autres choses. Tout à fait. Donc toi, la mort, comment la vivre? Tu dis d'ailleurs en sous-titre de ta conférence, pour celles et ceux qui se poseraient la question pourquoi,
c'est parce que mourir est aussi naturel que naître, c'est ce que tu disais, on prépare une naissance et pourquoi pas préparer la mort. Et donc tu as certaines questions que tu poses tout au long de la conférence, notamment pourquoi il faut préparer son départ. Est-ce qu'il existe des outils pour permettre d'aborder la mort plus sereinement, puisque c'est ça que tu offres, hein, c'est ça que tu proposes. Tu parles aussi des étapes du deuil, tu dis qu'il y en a 5. Elisabeth Kubler-Ross, oui. Voilà, et ensuite, bien sûr, il y a des expériences et tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait préparer sereinement son départ, justement? Et à partir de… Oui, vas-y. Mourir est aussi naturel que naître, ça, c'est la citation d'Elisabeth Kubler-Ross, donc cette psychiatre pionnière des soins palliatifs dans les années 60. Et c'est elle aussi qui a écrit les 5 étapes du deuil. Alors, pourquoi la préparer? Tout simplement pour la vivre plus sereinement et parce qu'il y a des choses à vivre, en fait. Des choses à vivre pour… alors, c'est toujours un parallèle, c'est-à-dire qu'on va d'abord parler, par exemple, pour soi-même et puis pour quand on accompagne quelqu'un, d'accord? Donc, pour soi-même, il y en a vraiment qui ont une réelle peur, hein, sur la fin de la vie, c'est-à-dire que tu leur parles de la mort, ils vont te dire mais pourquoi tu me parles de la mort? Tu es en train de me dire que je vais mourir demain? Oui, c'est ça. Alors, non, pas tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut aussi l'aborder, c'est très important, quand tout va bien, quand on est en bonne santé, et je dis même moi avec les enfants. Parce qu'à partir de l'âge de 3, 4, 5 ans, les enfants commencent à poser des questions sur la mort, parce qu'il y a un animal domestique, il y a un animal de la famille qui va mourir, qui va tomber malade avant peut-être. Ou alors ça va être quelqu'un de la famille et on pose des questions. Et c'est là que c'est bon justement d'enclencher le processus et d'expliquer. Ben voilà, on est tous des êtres vivants, hein, aussi bien les plantes, le chat que nous. Et il y a un cycle, hein, le cycle de la vie. On va tous naître, vivre un certain temps qui sera différent pour chacun et on va tous mourir. Donc voilà, de l'expliquer simplement. Après, chacun va utiliser ses propres mots en fonction de ses propres croyances. Donc, il y en a qui vont peut-être dire, ben voilà, le cœur du chat s'est arrêté, il est mort. Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir peut-être l'enterrer. On l'enterre ensemble. On peut faire un petit protocole avec les enfants dans le jardin. L'enfant peut faire un dessin, on va mettre des fleurs. Et après, selon ce qu'on a envie de dire ou pas aussi, on peut faire une petite prière, mettre une petite bougie ou alors dire, ben voilà, tu vois, il va rejoindre les autres animaux du ciel, une étoile parmi tant d'autres. Enfin, peu importe en fait, mais être vrai, vivre en vérité. Parce qu'il y a des personnes qui ne parlent jamais de la mort, donc qui ne veulent pas en parler. Et puis, s'il y a quelque chose comme ça qui arrive, oh là là, surtout, on ne dit rien. Moi, j'ai encore une amie, il n'y a pas longtemps, son mari donc, venait de perdre sa maman, ils ont des enfants, et bien, lui se posait la question de ne rien dire aux enfants. Alors, bon, la grand-mère est en métropole, donc il ne la voit pas souvent, enfin, il ne la voyait pas souvent, et voilà. Et donc, non, ce n'est pas possible, justement, ils ont un travail à faire et on ne peut pas cacher ça. Voilà, moi je pense que c'est important de vivre en vérité et que c'est aussi important oui, voilà, de dire les choses, en fait, pour pouvoir les vivre plus sereinement, hein, tout simplement. Et d'où vient cette peur, justement, des parents est-ce qu'on n'essaye pas de protéger nos enfants de quelque chose de triste? Ce serait quoi Alors moi, je pense que cette protection, en fait, c'est que déjà soi-même, on a peur pour soi-même. Alors on se dit, du coup, on va agir de cette manière-là avec nos enfants. Que si soi-même, on n'a pas peur, on est serein, on en parle. Mais aujourd'hui, il y a tellement de tabous. Ça peut être la mort, ça peut être la sexualité, ça peut être… Voilà, par exemple, dans un couple, on peut se dire, bon, on est ensemble aujourd'hui, on est très heureux, on souhaite vivre toute notre vie ensemble, mais soyons réalistes. On a des chances de rencontrer d'autres personnes. Donc, on a des chances, on a des possibilités de rencontrer d'autres personnes, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'interactions, et puis on voyage tous les uns les autres. Et puis, il est possible qu'on ne vive pas jusqu'à la fin ensemble. Il est possible peut-être qu'on divorce, qu'on se sépare. Oui, alors comment on fonctionnerait en fait si jamais on divorce? Ou alors peut-être que demain,
tu vas mourir, comment je vais faire moi si demain tu meurs, comment je vais fonctionner, qu'est-ce qu'on peut faire, je pourrais avancer moi, seule ou avec les enfants, voilà. Et en fait, on ne parle pas du divorce parce que si on dit le mot divorce, ça veut dire que demain on divorce. On ne parle pas de la mort parce que demain on va mourir sinon. Encore moins de la maladie. Donc en fait, on s'est fait des carcans, on s'est enfermé dans des choses où surtout on ne dit rien, on ne parle de rien et on avance comme des moutons. Oui, mais le jour où ça arrive, ah ben alors là, c'est comme ça, quoi. Tu vois, c'est la cata. C'est la cata parce que je comprends pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on n'en a pas parlé, ça sort d'où? Bon, ben voilà. Mais oui, mais bon, oui. Et puis on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier et qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Est-ce que c'est crématorium ou pas crématorium? Voilà, oui. il y a ce genre de questions aussi qui peuvent se poser. Voilà, c'est vrai que On peut l'écrire. oui. Il y a les directives anticipées qui sont des papiers qu'on peut trouver sur Internet assez facilement. Tout à fait. J'avais déjà fait une émission avec une autre infirmière qui vit en France et qui, elle, s'est nommée palliatothérapeute parce que c'est vrai que c'est un métier qui n'existe pas. Et ça m'a amusé quand Nicolas nous a présenté parce que quand j'ai vu le thème et quand on a parlé un petit peu et j'ai vu le thème, j'ai dit tiens, ben c'est drôle parce que ça veut dire que ben, y a peut-être aussi beaucoup de messages à faire sauter, beaucoup de croyances à faire sauter à ce niveau-là. Il faut vraiment dédramatiser et essayer de parler de la mort d'une façon naturelle, en fait. C'est ça. Et effectivement, donc, tu disais en parler, donc, parce qu'après, le jour où ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, en parler, c'est déjà bien. Mais après, donc, on peut aussi écrire les choses. Pour ce qui est je disais donc, les directives anticipées, c'est un petit peu ce que tu souhaites ou pas. Tu peux le faire même quand tu es en bonne santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, moi, par exemple, ben, on n'est pas malade, mais malgré tout, on va écrire ce qu'on aimerait ou ce qu'on n'aimerait pas s'il nous arrive quelque chose et qu'on est dans l'incapacité de s'exprimer. Et ça peut rester dans ton dossier médical et une copie avec toi. Tu peux aussi désigner une personne de confiance, si tu préfères. Peut-être n'importe qui, tant qu'elle est majeure. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Et en fait, des fois, on se dit, bon, de toute façon, ça ne va jamais m'arriver. Les papiers, on verra. Alors, si, ça arrive. Et puis, des fois, on n'est pas préparé. Donc, ça peut arriver demain. C'est l'impermanence de la vie. Et il faut bien se dire que les papiers, on les prépare principalement pour ceux qui restent, en fait, pour la famille. Parce que une fois que ça arrive, alors il y a le mari qui va dire ça, mais les parents vont dire autre chose, et puis l'autre, il va encore dire autre chose. Et là, c'est la bérésina. Donc, c'est déjà un moment qui est difficile, qui est douloureux à vivre, la perte d'un être cher. Donc, si on peut essayer de déblayer un petit peu le chemin, simplifier les choses, donc on sait ce que la personne souhaite, aussi bien aussi dans, après, on en avait déjà parlé un petit peu toutes les deux, dans ce qui est la préparation de la veillée, est-ce qu'il y a une cérémonie religieuse ou pas, est-ce qu'on met de la musique et quel type de musique, oui. Voilà, c'est des petites choses, mais comme ça on sait. Et je vais même te donner un exemple de cette maman extraordinaire dont je parle à la conférence, dont j'ai le témoignage que j'ai eu la chance de connaître un petit peu, Esther, 6 enfants. Cette maman est décédée à l'âge de 44 ans, quelque chose comme ça, oui, d'un cancer du pancréas. Et en fait, elle a préparé ses amis, son mari, ses enfants à son départ. Et elle a tout fait pour que tout soit vraiment bien organisé. Elle est allée acheter son cercueil avec des copines. Elle a choisi une couleur claire. Comme ça, elle s'est dit, moi, mon mari, il n'a pas besoin de faire ça. Elle a choisi du clair parce que comme ça, en fait, tous les amis pouvaient faire des dessins dessus, écrire des petits mots, tu vois. Les semaines qui ont précédé sa mort, elle a essayé de recevoir le maximum de personnes chez elle. Il y avait un livre d'or et les gens pouvaient écrire tout ce qu'ils avaient sur le cœur. T'imagines qu'en faisant ça, elle préparait les personnes autour d'elle à sa propre mort. C'est quand même extraordinaire. Oui. Et puis, elle a donné aussi de son vivant beaucoup de choses à elle, aussi bien des bijoux, des petits bibelots et tout, à ses enfants, bien sûr, à sa famille, mais aussi à ses amis. Comme ça, hop, le tri était fait, tu vois. Wow. Elle avait 2 enfants autistes.
ils ont acheté des peluches ensemble et puis dessus, elle a brodé des petites choses pour eux. Donc, elle a fait ça des objets de transition, tu vois. Donc comme ça, ils ont cette peluche avec eux, cette peluche de leur maman. Ils ont fait des albums photos ensemble. Voilà, elle a vraiment tout fait pour préparer au mieux son mari, ses enfants et ses amis. Ce sont ces fameux outils dont tu parles dans cette conférence, ces objets de transition ou même juste le fait de préparer ses papiers, de préparer ses proches, même si on sait qu'on est sur qu'on va partir, si on est certain que la mort est au bout, je ne sais pas, d'une certaine période. Oui, voilà. Oui, on parle de pas mal de choses. Je parle aussi du lâcher prise, de se pardonner, de pardonner. C'est des notions qui, quelque part, sont des choses qu'on doit tous essayer de faire au quotidien, hein, qu'on soit malade ou pas malade, en fin de vie ou pas en fin de vie. Mais c'est encore plus important, on va dire, en fin de vie. Parce que justement, on va essayer de partir l'esprit le plus léger possible, de mettre de côté ses angoisses, ses peurs, ses craintes. On essaie de déposer les armes, en fait. On dépose tout pour partir quelque part à nu voulant dire léger et vraiment en connexion avec toi-même, avec ton âme. Parce qu'il y a quelque chose à vivre quand on part, en fait. Il y a quelque chose à vivre, il y a un chemin à prendre. On ne part pas tout seul. Moi, je l'ai vu, hein, enfin, je l'ai perçu. Mais ma sœur aussi, qui est décédée il y a 1 an et demi, c'était extraordinaire. J'ai eu la chance d'être à ses côtés quand elle est partie. Un cadeau de la vie. Je la remercie chaque jour. Et là aussi, j'ai pu percevoir mes grands-parents qui venaient la chercher, tu vois. Et pareil, tu vois, elle était dans le coma, puis d'un coup, elle ouvre les yeux. Elle ouvre grand les yeux, elle me regarde. Après, elle a regardé un peu dans le vide. Et je sentais les grands-parents qui venaient la chercher. J'ai chanté, je lui ai dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer, je t'accompagne, on y va et tout. Et voilà, et en quelques minutes, elle est partie, tu vois. Et alors pour moi, être vraiment, encore une fois, à côté de ces personnes, et quand les personnes en fin de vie, pour la plupart, c'est là où tu es le plus vulnérable, d'accord? Tu es sur ton lit de mort, tu n'as plus rien à perdre, tu n'as plus rien à prouver. Les barrières tombent. Et il y a vraiment un espace du cœur qui se crée et tu peux avoir des échanges extraordinaires et apprendre de ces personnes. Apprendre de ces personnes en fin de vie. Et même avant, je dirais, parce que moi, ma sœur, j'ai tellement appris d'elle sur les 2 années où elle a été malade. Je me souviens encore quand je disais, mais qu'est-ce que j'apprends à tes côtés? Elle me regardait avec des grands yeux, qu'est-ce que tu apprends? Mais j'apprends plein de choses. J'apprends des choses sur la maladie, sur les médecines un peu parallèles, parce qu'elle était aussi apportée là-dessus, sur comment aborder la personne, sur tellement de choses. J'avais l'impression que je montais un escalier, tu vois, chaque jour, j'avançais, quoi. C'était extraordinaire. Alors, mon autre sœur, à côté, elle me disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai l'impression que je descends un escalier chaque jour, tu vois. Mais j'ai toujours été comme ça depuis. Moi, j'en parlais hier avec un ami, depuis toute petite. Peu importe les épreuves que j'ai eues sur mon chemin, j'ai toujours tiré du positif dans tout. Et en fait, c'est ce qui fait c'est ce qui fait un peu ma force aujourd'hui et qui je suis. Et puis voilà. Donc, mais si voilà, moi, accompagner les personnes comme ça en fin de vie, donc c'est vraiment un cadeau, c'est une chance. On apprend tellement. D'ailleurs, tu dis, en parlant de ta sœur, quand on avait discuté un petit peu avant cette émission, tu disais que quand tu dis que c'était un cadeau, certaines personnes te regardent en disant, mais ça va pas du tout là. Oui, c'est ça. Je fais partie de ces gens un peu étranges, voire très bizarres, mais je vous promets, il peut y avoir de belles choses. Et encore, c'est un contexte familial très compliqué. Il y a beaucoup de tensions et tout. Mais les dernières 30 minutes qu'on a eues, écoute, tout s'est passé merveilleusement bien. Et je pense que, oui, tout s'est passé merveilleusement bien. Moi, de mon point de vue, à moi, je perdais une sœur. Mais bon, elle avait aussi 2 enfants, hein, donc les enfants ont perdu une maman, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'il y a des pertes qui sont sûrement plus douloureuses que d'autres, comme perdre un enfant aussi. Hein, c'est quelque chose qui est vraiment déchirant. Mais quand on arrive, parce qu'effectivement, il y a les 5 phases du deuil, et quand on arrive à cette phase d'acceptation, alors malgré tout, ce n'est pas linéaire. Hein, on peut revenir encore à la phase du déni. Mais quand on y est arrivé une
fois en tout cas, les choses sont posées. On commence déjà à respirer quelque part, à juste la tête commence à sortir hors de l'eau et en fait, on va se dire voilà, bon, bah, c'est vrai que la personne, je ne pourrais plus la toucher, je ne pourrais plus lui parler, je ne pourrais plus la sentir, mais bon, après, chaque personne sera différente. Moi, ce que je pense personnellement, ça va être, moi, la personne est toujours là, hein, à mes côtés, pas loin. Il y a des signes aussi, hein, quand même. Si on est Sur ouvert à ça. un autre plan vibratoire, ça veut dire qu'en fait, tu peux la sentir. Certaines personnes peuvent les voir, mais voilà. oui, on peut très bien voilà, imaginer qu'elle est à côté. C'est plus la même chose. Enfin, c'est plus les mêmes perceptions qu'on a en tant qu'être humain. Mais après, voilà, il est bon de se poser la question, bon, ben, moi maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que oui, j'ai perdu un enfant, un mari, une maman. C'est triste, c'est douloureux. On vit son deuil et il faut le vivre. On n'est pas là pour dire non, tout va très bien, je continue, j'avance, je travaille et tout. Ben non, non, il faut vraiment s'autoriser à vivre son deuil, à pleurer la personne, à être entouré des bonnes personnes. Mais il y a un moment où, ben, ça y est, on a une certaine forme d'acceptation qui se met en place et donc de sérénité. Et donc, on va pouvoir enfin se dire, bon, voilà, maintenant je vais vivre sans la personne, mais je vais vivre. Et comment je vais fonctionner sans cette personne que je n'oublierai jamais, mais qui n'est plus là. Fonctionner avec cette cicatrice, hein, un petit peu une cicatrice psychique, on va dire, qui sera toujours là. Mais la plaie, elle, est refermée. Ben, j'ai hâte d'aller en Nouvelle-Calédonie pour assister à ta conférence. Oui, ben alors on a pas mal de personnes, figure-toi, en métropole, qui nous disent « Ah là là, on ne peut pas être là et tout. Est-ce que vous auriez filmé la conférence ?» Et pour l'instant, ben, on n'a pas encore eu l'occasion. Donc, ben, on espère. On espère parce que d'ailleurs, on a juste une toute petite vidéo de 2 minutes. Enfin, je remercie beaucoup Claude qui l'a faite. Mais on va essayer d'avoir un plus grand morceau. Et tu sais, aujourd'hui, il y a les outils technologiques qui permettent de faire des rendez-vous avec énormément de personnes en même temps sur Internet. Donc, oui, c'est peut-être une voie à explorer aussi. D'autant que vous, je crois que vos frontières sont encore fermées, il me semble, hein, par rapport au Covid en Nouvelle-Calédonie. Oui, il faut faire la quarantaine de 15 jours en rentrant. C'est ça. Bon, il y en a qui sortent. Et... Oui, c'est plus facile de sortir que de rentrer, quoi. C'est bien ça? C'est ça. Après, il faut faire les 15 jours. Normalement, jusqu'à la fin de l'année, ça sera pris en charge par le gouvernement, mais après, ça risque de changer. Donc, c'est à la charge du... On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu aurais des conseils de lecture aux gens qui t'ont entendu et qui peut-être ont envie d'en savoir plus dès aujourd'hui? Est-ce qu'il y a outre la lecture que tu avais évoquée en début d'émission, comme le livre de Janine Fontaine ou celui d'Elisabeth Kübler-Ross, c'est ça? Elisabeth Kübler-Ross, oui. Kübler-Ross, oui. Ouais. Sur les 5 étapes du deuil. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui te viennent à l'esprit? Alors, il y a Raymond Moody, quand même, qui est aussi un précurseur dans les expériences de mort imminente. On n'en a pas parlé là, mais j'en parle beaucoup dans la conférence. La vie après la vie. Il y en a un super aussi, Anita Morjani, Revenu guéri d'une NDE. Le titre, ça doit être quelque chose. Anita Morjani, de toute façon, en fait, elle raconte son histoire aussi. C'est une expérience de mort imminente. Elle devait décéder, cette dame-là, suite à un cancer, un lymphome, stade 4. Elle est rentrée à l'hôpital. Elle a été mise en réanimation, tous les organes lâchés les uns après les autres. On a dit à la famille qu'elle allait mourir. Elle a vécu une expérience de mort imminente. C'était en 2006. Et cette dame-là, elle est toujours là, vivante et en bonne santé. Donc, Anita Morjani, un très beau livre. Revenu guéri d'une NDE, quelque chose comme ça. J'ai pris les noms et puis je ferai une recherche et ensuite je mettrai les liens. Raymond Moody, après il y a Jean-Jacques Charbonnier, quand même. Les 7 raisons de croire en l'au-delà, mais il a aussi écrit beaucoup de livres sur les expériences de mort imminente. Enfin, il en a écrit plusieurs. Lui aussi précurseur dans tout ce qui est expérience de mort imminente. Bon, je ferai mes petites recherches et je mettrai tous les liens sous cette vidéo.
Je rappelle que tu auras une conférence le 2 octobre prochain à l'auditorium de la province sud. La mort, comment la vivre, c'est le thème de cette conférence où on a vu ensemble un petit peu, on a survolé tout ce que tu vas aborder tout au long de cette conférence, où tu as ton invité spécial qui est Anne-Hélène Gramignani. Et d'ailleurs, on lui fait de gros bisous. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Eh bien, oui, essayer de préparer cette étape qui est vraiment importante le plus tôt possible et le plus simplement possible, tout simplement, et en famille, c'est important aussi. Et le faire, c'est important pour soi-même, mais aussi beaucoup, beaucoup pour ceux qui restent. Voilà, donc profiter de chaque jour aussi comme si c'était le dernier. C'est très important parce qu'il y en a qui se croient immortels, enfin qui pensent être immortels. Je ne juge pas parce que quelque part, si on parle de l'âme, pas de problème. Le corps physique, lui, non, hein, il va bien redevenir poussière. Mais voilà, c'est important d'être quand même conscient qu'à un moment donné, notre corps physique va partir. Voilà, donc cette conférence, je mettrai aussi le lien sous cette vidéo si vous êtes en Nouvelle-Calédonie ou juste à côté et que vous avez l'occasion d'y aller, eh bien n'hésitez pas. Et puis si jamais un jour, Géraldine, tu fais une conférence en ligne, eh bien, tu nous préviens, comme ça on fera une autre vidéo pour prévenir les gens que où que l'on soit sur la planète, on pourra bénéficier de cette conférence. Je t'embrasse et merci encore à Nicolas pour la connexion. Oui. Merci à Nicolas, puis un grand merci à toi, Lénaïque, et puis au plaisir de se revoir. Certainement, parce que j'ai entendu parler de quelque chose sur notamment les 7 fantastiques et ça m'intéresse beaucoup, mais on y reviendra. Chut. Pour une prochaine fois, ça. Oula, voilà. À bientôt. Oui, à bientôt. Belle soirée.